Bonsoir, professeur Furfari. Bonsoir. Vraiment Merci content. pour l'invitation. C'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plus de 6 mois qu'on vous a vu à l'émission de Théovox Actualité et j'ai lu vos articles que vous avez diffusés depuis le début de l'année. Et vous avez vraiment développé cette expertise-là en lien avec toutes les énergies renouvelables, les hydrocarbures et les énergies fossiles et tout ça. Et ça m'amène justement à m'entretenir avec vous sur le fait que l'Europe s'enferme dans une politique énergétique qui est très suicidaire, pendant que les États-Unis et la Chine misent sur le pétrole et le gaz pour renforcer leur puissance économique. Le résultat de tout ça, c'est une industrie affaiblie, des factures qui explosent et une crise énergétique sans précédent. Pendant ce temps, le discours climatique s'impose comme un dogme intouchable, étouffant toute remise en question. Vous avez écrit dans plusieurs de vos articles que vous avez diffusés depuis le début de l'année, notamment celui sur la Commission européenne et l'innovation. Vous dénoncez les entraves réglementaires aux nouvelles technologies énergétiques. Ma première question pour vous ce soir est la suivante. Pourquoi l'Union européenne semble-t-elle aller à contre-courant de la compétitivité mondiale? Elle pense qu'elle est le leader, elle. Ah oui, Euh, vous dites qu'elle est à contre-courant. Je suis d'accord avec vous, mais elle dit nous sommes les leaders, les autres vont nous suivre. C'est ça qui est paradoxal. Vous savez, quand une députée européenne italienne avait dit dans une conférence, si vous pensez que vous êtes le leader et que personne ne vous suit, ben vous êtes le loser. oui. Ça qui est préoccupant avec la Commission européenne. Elle a été vraiment convaincue qu'en prenant le leadership en matière d'énergie renouvelable, d'économie d'énergie, de transition énergétique, on allait créer une nouvelle euh, dynamique dans le monde, et pas seulement dans l'Europe. Hmm, Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on le voit bien, ouais. le monde est en train de faire tout à fait le contraire de ce que fait la Commission européenne. Et ce qui est préoccupant, c'est que voilà, la politique européenne ne veut pas l'admettre, ne veut pas le reconnaître. Ils sont toujours dans le déni en disant oui, nous sommes les leaders du monde, les autres vont nous suivre parce que nous devons aller vers un monde décarboné. Et c'est absolument indispensable, et tant pis pour l'économie. Ouais. Voilà, incroyable, mais c'est sinistre parce que, comme vous le dites, il y a des conséquences terribles sur l'économie et sur la vie des citoyens. Absolument. Vous avez souvent affirmé, professeur Fuferi, que l'idéologie écologique prend le pas sur la réalité économique. Peut-on encore revenir en arrière où l'Europe est-elle condamnée à une crise énergétique permanente? Ben, je suis optimiste en disant qu'il va y avoir une réaction. Je suis pessimiste en disant que la réaction va venir un peu trop tard. Hmm. On ne peut pas continuer comme ça. C'est évident que l'Union européenne doit oser dire qu'on s'est trompé. Mais vous savez, c'est le propre de l'homme, hein, dans notre nature humaine. On n'aime pas dire qu'on s'est trompé. Non. Euh, c'est toujours le même problème, quoi, hein. Préfère accuser les autres plutôt que de dire qu'on s'est trompé, plutôt que de demander pardon. C'est un peu ça aussi. Et voilà, l'Europe n'échappe pas à cette règle. Elle ne veut pas admettre qu'elle s'est trompée. Elle pense toujours que c'est elle qui a raison et les autres ont tort. Et donc, il va falloir un jour s'arrêter et dire je me suis trompé. Mais quand est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Ça va être difficile avec l'équipe actuelle parce que la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, a créé ce chaos Hmm. en étant vraiment convaincue que c'était très bien de le faire, pas le chaos, mais la transition énergétique. Et elle est là de nouveau, elle a été réélue pour ce poste pour 5 ans. Ça va être difficile dans les 5 ans qui viennent de faire marche arrière. Mais après, on va le faire. Évidemment, on ne peut pas continuer à détruire notre économie, on ne peut pas fermer les usines, on ne peut pas créer du chômage, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir une vie saine et heureuse, épanouie. Donc, on va revenir en arrière, mais je ne sais pas quand. Ouais. Ouais. Pendant que l'Europe restreint ses émissions, la Chine et d'autres pays accélèrent leur usage du pétrole et du gaz ou les carburants traditionnels. Que pensez-vous de cette asymétrie
et des impacts sur l'économie européenne. Oui, et la symétrie est terrible, vous savez. J'ai fait un graphique qui montre que en Europe, sur les 10 dernières années, la croissance de la consommation d'énergie a été uniquement sur les énergies renouvelables et une décroissance sur toutes les autres énergies. Hmm. Par contre, en dehors des pays de l'OCDE, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les énergies fossiles ont augmenté beaucoup plus que les énergies renouvelables. Bien entendu, il y a eu un développement des énergies renouvelables dans le monde, bien entendu. Mais les énergies fossiles ont augmenté 4 fois plus. Alors, quand on vient vous dire, vous savez, la Chine, elle développe des énergies renouvelables, c'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Hmm. Il faut dire qu'ils développent 4 fois plus le pétrole, le charbon et le gaz. Ouais. Et c'est ça le paradoxe, hein, c'est que on ne voit que ce qui nous semble sympathique en disant bah oui, énergie renouvelable, on va les développer, mais on refuse de voir que le monde a besoin d'énergie fossile et aussi un peu d'énergie nucléaire pour pouvoir vivre, parce que sinon on ne sait plus vivre, c'est Hmm. pas possible. Ouais. Et donc, la Chine n'est qu'un exemple, mais vous avez toutes sortes d'autres pays qui sont dans la même ligne. Et peut-être le plus emblématique en dehors de la Chine, ou peut-être même à la place de la Chine, je dirais, c'est l'Inde. Vous parlez, professeur Furvary, d'énergie renouvelable et d'énergie fossile, juste pour que nos auditeurs puissent nous suivre avec ces terminologies qui sont un peu techniques. On entend quoi par énergie renouvelable? Par exemple, si vous pouvez nous donner quelques exemples. Et on entend quoi par énergie fossile? Merci, merci, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué d'en parler qu'on devrait plutôt le définir chaque fois. Alors, historiquement, le monde a fonctionné avec du bois. Nos ancêtres utilisaient du bois. Hmm. Et le bois, c'est une énergie renouvelable. C'est la nature qui le produit et elle se renouvelle tout le temps. Les bois continuent à pousser. Et donc, le bois est la première des énergies renouvelables. Ensuite, l'homme a inventé des moulins à vent. Et ça, c'est une forme d'énergie renouvelable aussi. Plus tard, avec le développement du monde économique, au début du XXe siècle, on a développé les centrales hydroélectriques avec des barrages qui retiennent de l'eau, et puis on envoie l'eau dans des turbines et on produit de l'électricité. Et ça aussi, c'est une énergie renouvelable. Mhm. Mais quand on parle aujourd'hui de manière simplifiée en disant énergie renouvelable, dans la tête des politiciens, c'est rien, c'est pas ça. Dans la tête des politiciens, c'est éolienne et panneaux solaires. Quand on parle d'énergie fossile, c'est l'énergie qu'on va prendre dans des mines, en creusant, en forant, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz. Dans votre article, vous avez écrit un article sur Donald Trump. Vous expliquez comment son retour au pouvoir bouleverse les politiques énergétiques mondiales. Peut-on s'attendre à une baisse du prix de l'énergie grâce à sa politique pétrolière ou sur le pétrole? Oui. Euh, Commençons par dire que Donald Trump n'a inventé aucune technologie énergétique. Mhm. Il n'a il n'a rien inventé. Donc, il n'a pas créé une révolution énergétique au sens strict du mot. Par contre, il a créé une révolution de la communication dans le domaine de l'énergie, Mhm. qui n'est pas du tout la même chose, mais les résultats sont les mêmes. Il a donc dit, nous avons beaucoup d'énergie fossile dans le monde, il faut arrêter avec la doctrine du changement climatique, parce que nous avons besoin d'énergie fossile pour faire fonctionner le monde. Et donc, il a dit, on a besoin de cette énergie fossile et il faut avoir la fierté de l'énergie fossile. Il y en a d'autres qui ont de la fierté pour autre chose, hein. Vous connaissez les marches sur les fiertés. Euh, Donald Trump a dit, on doit avoir la fierté sur l'énergie fossile, parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Mhm. Et je l'avais plus tard dans mes questions, mais je vais vous la poser tout de suite. Est-ce qu'on a raison de croire cet alarmisme-là que tôt ou tard, nous allons manquer de pétrole? C'est pourquoi nous devons prendre le virage vers les énergies renouvelables. Mon professeur m'enseignait qu'il restait une vingtaine d'années de pétrole. Aujourd'hui, moi, j'enseigne à mes étudiants qu'il en reste 55 ans. Je peux vous assurer qu'il y a encore du pétrole et du gaz pour ce siècle et une grosse partie du siècle suivant.
Avec tout ce qui se passe présentement sur votre continent européen et ici en Amérique, est-ce qu'on peut parler d'un fossé énergétique croissant entre les deux continents? Oui, hélas, mais j'espère, comme je vous le disais tout à Mhm. l'heure, que ça ne va pas durer. Euh, Au Canada, c'est peut-être encore un peu comme en Europe, hein. Mais vous avez de la chance au Canada d'avoir l'hydroélectricité, en particulier au Québec. Et donc, ça vous donne un grand avantage d'avoir de l'électricité très bon marché grâce à tous les barrages hydroélectriques qui ont été construits dans les années 60, il y a longtemps. Mais Donald Trump a eu le courage de dire on arrête avec cette folie des énergies renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux solaires. Mhm. C'est simplement avoir le courage de dire que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas, vous savez, c'est pas parce que vous envoyez partout que ça fonctionne. Mhm. Ça ne fonctionne pas parce que c'est très cher, ça fonctionne avec des subsides et surtout, ça ne fonctionne pas de nombreuses heures par an. En moyenne, une éolienne en Europe, sur une moyenne de 5 ans, elle produit durant 23% du temps pour laquelle vous l'avez acheté. Vous vous rendez compte? 23%. Et un panneau solaire, c'est 12%. Donc vous voyez, vous sortez pour aller acheter votre sandwich, vous voyez un panneau solaire chez le voisin et vous êtes impressionné. Vous dites, ah, c'est fantastique ce panneau solaire. Bah oui, il va produire pendant 12% du temps. Ouais. Et donc, il faudra quelque chose d'autre pendant les 78% du temps restant. Et ce quelque d'autre, ce sont des énergies fossiles. Mhm. Et donc, il est impossible d'avoir des énergies renouvelables, selon la définition de tout à l'heure, sans énergie fossile. Avec la réindustrialisation et la transition vers les réseaux 6G, 5G qui deviennent le 6G, la demande en énergie va exploser. Est-ce que c'est réaliste de croire que nous pourrons nous passer des énergies traditionnelles à court ou moyen terme, comme l'emboîte le pas, par exemple, euh, le peuple européen? Non, on ne peut pas, parce que déjà, avant cette révolution, on était incapable de le faire. On a deux solutions. Ou bien on utilise les énergies fossiles, ou bien on utilise le nucléaire. Hmm. Ou, de manière plus intelligente, il faut faire les deux. Pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, nous avons besoin de centrales nucléaires, mais également de centrales aux énergies fossiles et probablement surtout les centrales au gaz naturel. Est-ce que selon vous, c'est une arnaque économique, toute cette énergie verte-là, comme on en parle? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs acteurs. Tout d'abord, il y a des acteurs qui, à la chute du communisme, se sont dit on a besoin d'inventer une nouvelle métaphore pour que la population ait une raison de vivre. Vous savez, en Europe, il y avait environ un tiers de la population qui avait vraiment une idéologie communiste. Hmm. Ils étaient très forts dans pratiquement tous les pays, sauf évidemment dans les pays qui étaient eux communistes et qui ne voulaient plus en entendre parler. Et donc, quand le communisme a montré son échec, ben, tous ces gens étaient un peu déçus et ils ont dit, ils ne pouvaient pas dire, ben oui, finalement, l'économie de marché, c'est mieux. Ils ont dit non, on va faire autre chose, ni l'économie de marché, ni l'économie communiste, on va faire l'économie verte. Et donc, ces gens-là sont partis d'une haine de l'économie de marché pour être dans une nouvelle métaphore. Et puis, il y en a eu un autre groupe de personnes qui se sont dit, puisque ces naïfs pensent qu'on peut tout faire avec des énergies renouvelables, on va utiliser l'argent public pour le faire et nous, on va s'enrichir. Et donc, il y a énormément de personnes qui se sont enrichies sur les énergies renouvelables, parce que tout ça est fait avec des subventions. Et dès qu'il y a des subventions, il y a toujours des personnes fourbes qui trouvent des mécanismes pour s'enrichir sur le dos de la collectivité. Et en particulier l'industrie, hein. L'industrie s'est enrichie sur le dos de la collectivité. Parce que tout ce qui est vert n'est pas rentable, sinon il n'y aura pas besoin de politique verte, hein. S'il y a une politique verte, c'est pour forcer quelque chose qui n'est pas rentable. Et tous ces gens se sont enrichis. Et puis il y a une troisième catégorie qui me gêne le plus,
c'est les scientifiques. On a créé une nouvelle bulle pour les chercheurs, une bulle verte, avec plein d'événements, de recherches, et les chercheurs sont devenus passionnés dans ce domaine. Mais finalement, il n'y a jamais un chercheur qui va vous dire, vous savez, c'est idiot ce qu'on est en train de faire. Ah, Parce que, il a besoin de crédit pour continuer sa recherche, pour faire son doctorat. Et donc, on a usé de la bonté, de la crédibilité, de la naïveté des chercheurs, naïveté dans le bon sens, hein, euh, pour leur dire, ben ouais, on vous donne de l'argent, faites de la recherche là-dedans. Et eux, évidemment, ils continuent à faire de la recherche. Et ouais, donc, on s'est enfoncé dans un cul-de-sac. On est dans un cul-de-sac. ouais. Vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien, vous avez notamment écrit, je le disais d'entrée de jeu un peu plus tôt, 18 livres, dont Chrétien écolo, livre que j'ai à la maison, qui est un très bon livre. Et dans la Bible, Dieu promet une terre regorgeant de richesses naturelles pour subvenir aux besoins de l'humanité. On le voit notamment dans le premier chapitre de la Genèse, les versets 29-30. On le voit dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 9. Pourtant, l'Occident limite volontairement son accès à l'énergie, menaçant ainsi sa prospérité. Cette approche ne va-t-elle pas à l'encontre du principe divin de mettre les ressources au service du bien-être des nations? Ça m'attriste d'entendre des chrétiens, parfois, qui, euh, qui disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, que la planète a des limites et qu'on ne peut pas continuer à avoir une croissance de la population ou une croissance de l'économie et la croissance du bien-être. C'est contraire, à mon sens, au principe biblique. Dieu a créé la terre en nous donnant l'ordre de la gérer, mais aussi de la faire prospérer. Genèse 1, 28, il nous demande de croître et de multiplier. Et le verset commence en disant, et Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez. Croître et multiplier, c'est une bénédiction de Dieu. Alors le chrétien qui ne veut pas croître, ben, il refuse la bénédiction de Dieu. Oui, absolument. Quand Jacob s'est battu avec un homme, entre guillemets, euh, il lui a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et c'est ça la bénédiction qu'a l'être humain, c'est que avoir l'onction de Dieu sur lui. Et les ressources naturelles que Dieu met à notre disposition, c'est une bénédiction. Le pétrole, c'est une bénédiction. Regardez les hôpitaux. S'il n'y avait pas d'énergie fossile, il n'y a pas d'hôpital, vous savez. Tout Mhm. simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Tout dans un hôpital dépend de l'énergie fossile. Et donc, on doit être reconnaissant de cette possibilité. Donc, si Dieu nous ordonne de croître et de multiplier, il ne va pas dire, bah, tant pis, je n'ai pas pensé, là, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de ressources. Bien sûr qu'il y a les ressources pour faire ce que Dieu demande, Absolument. évidemment. Et la première des ressources, euh, Monsieur Denis, vous savez, c'est quoi? Allez-y. C'est l'intelligence. Oui. Dieu nous crée à son image. Il nous donne l'intelligence pour créer. Vous savez, alors que certains pays comme les États-Unis relancent l'exploitation de leurs ressources pour assurer leur prospérité, l'Europe reste enfermée dans une idéologie qui restreint son accès à l'énergie. Cette approche est justifiée par une urgence climatique omniprésente dans les discours politiques et médiatiques. Mais cette urgence est-elle fondée sur des faits ou sert-elle surtout un agenda bien précis? Vous savez, dans votre article, par exemple, sur les incendies en Californie, vous démontrez que le changement climatique n'explique pas tout. Pourquoi ce discours alarmiste est-il si dominant aujourd'hui dans les médias mainstream? Oui, c'est incompréhensible cette manipulation qu'il y a. Parce qu'on ramène toujours tout à la faute de l'homme. La faute de l'homme qui veut de la croissance. Mhm. Quand on vous dit on doit combattre le changement climatique, en fait, derrière ça, c'est combattre la croissance économique, combattre la croissance démographique. C'est ça qui est derrière ça. Et donc, tout revient toujours à cette opposition à Genèse 1, 28. C'est de là que vient tout ce chaos qu'on a créé. Il y a des gens qui, sans le vouloir, s'opposent
à l'ordre de Dieu de la croissance et de la multiplication pour le bien-être de la population, pour la joie de la population. Et pour ça, ils utilisent toutes sortes d'arguments, comme celui des incendies, par exemple, dus à la faute de l'homme. C'est incroyable, quoi. On a réduit le nombre de pompiers, on a envoyé l'eau dans les océans parce que les poissons avaient besoin d'eau. Je ne rigole pas, hein, c'est ça qui a été fait, hein. Et puis on élimine l'eau dans les réserves et puis on dit que c'est de la faute du changement climatique, c'est-à-dire de la faute que vous prenez l'avion pour aller voir quelqu'un ou aller en vacances. Il faut ramener toujours à quelque chose de concret, hein. Quand on vous dit que c'est de la faute du changement climatique, pensez à votre automobile, c'est de votre faute, vous roulez en automobile, hein. C'est pas abstrait, c'est du concret. Justement, continuons sur la lignée du changement climatique, professeur Furfari. Beaucoup de scientifiques qui contestent la version officielle du changement climatique sont censurés et ou discrédités aujourd'hui. Est-ce qu'on est face à une nouvelle forme de pensée unique qui fait la promotion des changements climatiques, puis tous ceux qui s'y opposent, qui seraient beaucoup plus des climato-sceptiques, on les censure, puis on ne veut pas les entendre? Oui, mais c'est exactement comme ça. Vous savez, la science, elle ne fonctionne pas par consensus, hein. Il suffit qu'il y ait une personne qui a raison et la majorité a complètement tort. Donc, là, on ne peut pas dire que la science est claire pour le changement climatique. Il y a toujours eu des refroidissements, de réchauffement. Ça fait partie de la vie, comme il y a toujours eu des sécheresses. Abraham, pourquoi qu'il est allé en Égypte? Ben voilà, il y avait une période de sécheresse. Ça a toujours été comme ça. Et donc, il n'y a rien de nouveau dans le monde. Le climat change tout le temps. Et même s'il devait changer à cause de l'homme, même s'il devait changer à cause de l'homme, ce que je ne crois pas, mais même s'il devait changer à cause de l'homme, que va-t-on faire? On arrête de vivre, de prendre l'avion, de se chauffer, de nourrir nos enfants, parce qu'on va avoir une température qui va monter d'1,5 degré. Mais c'est grotesque, ça. Je viens de dire tout à l'heure que ce qui n'a pas de limite, c'est notre intelligence. Et on ne serait pas capable, nous, avec l'intelligence artificielle qu'on a, mais même avec notre intelligence à nous, de combattre cette augmentation d'1,5 degré par des moyens, des moyens simples. Vous savez, tout ça a commencé à Rio en juin 1992. Je ne sais pas si au Québec on dit 92 ou 92. Non, on dit Euh, 92. 92, voilà. En 1992, il y a eu la Convention de Rio. On a adopté la Convention, le cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et là-dedans, il y a deux volets. Il y a un volet qui est la mitigation, c'est-à-dire essayer de limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais depuis qu'on essaye de le faire, elles ont augmenté de 65%. Hmm. Et l'autre volet, c'est l'adaptation. Parce que, puisque le climat a toujours changé, et ça, même tous les scientifiques le disent, hein, il n'y a personne qui dit que le climat n'a pas changé. Le climat a toujours changé. Et donc, puisque le climat pourrait encore changer rapidement dans les prochaines années ou les prochains siècles, nous devons être en mesure de nous adapter, faire en sorte qu'on voilà, on a des infrastructures qui résistent. Donc voilà, il ne faut pas partir du point de vue que parce qu'on dit le mot changement climatique, on doit arrêter de vivre. Non, on peut organiser notre vie pour résister à ces changements. Ouais. Professeur Furfari, l'écologie est souvent comparée à une nouvelle religion, l'écologisme ou l'écologie, avec ses dogmes et ses interdits. Selon vous, rapidement, assistons-nous à une dérive idéologique qui remplace le christianisme par une religion verte? Oui, oui, bien qu'il y ait beaucoup d'athées qui n'ont pas envie de remplacer le christianisme, parce que pour eux, ça n'existe pas, et qui sont tout aussi verts que ceux qui veulent remplacer le christianisme. Donc il y a pas un absolu dans ce domaine. Mais c'est certain que les penseurs dans les années 60 de l'écologie verte étaient des antichrétiens. Mhm. Euh, je vous donne deux noms, par exemple, Hans Thomas, un Allemand, Mhm. ou bien Lynn White Jr., un Californien, qui, eux, étaient carrément antichrétiens. Et ils ont dit, on doit remplacer le christianisme par une nouvelle religion
Et le plus simple, c'est de retourner à la nature, de déifier la nature, de considérer que notre planète est un dieu, c'est la notion de Gaïa, et que voilà, on peut introduire cette nouvelle forme de déisme pour éliminer le christianisme. Et donc voilà, il y a eu une naïveté de la part des chrétiens de penser que, bah oui, Dieu a créé la nature et donc on doit la protéger. Mais qui suis-je, moi, pour protéger l'œuvre de Dieu? Ça n'a pas de sens, quoi. Dieu, il sait ce qu'il fait, il fait. Et il n'a pas besoin de moi. Et surtout, il n'a pas besoin des écologistes qui disent qu'ils veulent, eux, sauver la planète. Ouais. Vous savez, je vous amène justement une question un peu plus théologique et biblique. Le récit biblique du déluge, par exemple, qu'on retrouve dans Genèse, le chapitre 6, montre, de 6 à 9, montre que des catastrophes climatiques ont toujours existé. Pensez-vous que le climat a toujours évolué de manière naturelle, indépendamment de l'activité humaine? On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça vous entendre un petit peu plus, peut-être sur ce sujet-là, en 1 ou 2 minutes. Oui, le climat a toujours évolué. Dans les temps géologiques, ça a toujours évolué. On est, par rapport à l'histoire de la planète, dans une température basse actuellement. Mhm. Il a fait beaucoup plus chaud, hein, dans le passé. Et il a fait aussi beaucoup plus froid, hein. Les évolutions ont été terribles. Mais si nous prenons depuis Jésus-Christ, quelle a été l'évolution de la température de la planète? La température de la planète, du temps des Romains, elle était très chaude. Hmm. Et puis, il y a eu un refroidissement et une montée en puissance de la température à partir de l'an 1000, 1100. La température a monté jusqu'en 1300. C'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Les historiens ont toutes sortes de paramètres pour pouvoir dire que la température augmentait. Ils n'avaient pas de thermomètre, ça n'existait pas à l'époque, mais tout indiquait qu'il y avait une prospérité due à l'augmentation de la température. Par exemple, dans cette période 12e, 13e, 14e siècle, les gens ont commencé à manger mieux parce qu'il y avait plus de nourriture, parce qu'il faisait plus chaud et donc il y avait des meilleures récoltes. Les gens ont commencé à boire mieux parce qu'il y avait plus de vignes. Les gens ont commencé à s'habiller mieux parce qu'il y avait plus de prospérité. Et ça a donné une prospérité impressionnante vers ces siècles que je viens de mentionner, jusqu'en 1300. Et ensuite, à partir de 1300, la température est descendue, s'est refroidie. J'insiste, hein, ce n'est pas de la science, c'est de l'histoire. Je parle de faits historiques que vous trouvez dans les livres d'histoire. Et donc la température a diminué, mais elle a diminué avec une population qui avait augmenté pendant 3 siècles avant, à cause de la prospérité qui n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, mais elle était quand même pas mal par rapport à ce qu'il y avait avant. La population a augmenté avec cause de la meilleure nutrition. Et puis, la température baissant, il y avait moins d'aliments, mais il y avait trop de personnes par rapport à cet aliment qui disparaissait. Et à ce moment-là, à partir de 1350, 1400, 1500, il y a eu des hécatombes. Mhm. Les gens mouraient comme des mouches. Aussi à cause de la peste qui arrivait, mais les gens étaient faibles. Ils n'avaient pas à manger. Il y avait des souffrances alimentaires, Ouais. des famines. Et puis, la température a de renouveau augmenté légèrement pour rechuter. Ça, c'était quand Napoléon a voulu aller en Russie, à Moscou. À ce moment-là, il y a eu la Bérésina, un froid très, très fort. Et puis, progressivement, à partir de 1980 de notre ère, la température a commencé à augmenter. Et là, les scientifiques ont dit, mais ça, c'est de notre faute que la température augmente parce que nous utilisons des énergies fossiles et donc la température augmente à cause des énergies fossiles. Et donc on est dans une phase haute, mais au Moyen Âge, la température était plus haute qu'aujourd'hui. Ouais. Professeur Furferi, c'est toujours intéressant de vous parler. C'est un puits sans fin de connaissances que vous mettez à notre disposition à chaque fois que vous venez. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour
justement faire la lumière, faire le point sur les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Vous savez, cette discussion a mis en lumière les contradictions de la politique énergétique actuelle où des choix idéologiques affaiblissent les nations pendant que d'autres puissances avancent sans contrainte. Pourtant, la Bible nous rappelle que la terre et ses ressources ont été confiées à l'homme pour être utilisées avec sagesse et prospérité, comme on venait d'en parler avec le professeur Furferi.